développement ou la gouvernance locale, l'un des objectifs poursuivis par la décentralisation, on parle souvent du pouvoir à la base, pouvoir aux populations, mais l'un des défis à relever, c'est bien sûr la mobilisation des moyens pour parvenir à ce développement. Et les communes, surtout au Bénin, sont donc face à ces défis. Quelle stratégie pour financer donc ces communes? Nous allons en parler ce matin avec un expert des questions de développement local, gouvernance et adaptation au changement climatique. Vous avez fait le droit du travail aussi. Vous êtes basé au Canada, Monsieur Dansou, Monsieur Dossa Dansou Hippolyte, c'est bien cela? Exactement, merci. Alors, sinon, le nom de famille, c'est Dansou. Dansou, donc Dossa Hippolyte Dansou. C'est ça. Voilà, merci d'avoir donc accepté donc échanger avec nous sur donc ces questions liées à la décentralisation au Bénin. Alors, mais pour vous qui êtes à l'extérieur et qui regardez un peu, qui suivez, qui êtes spécialiste, expert dans le domaine, quel regard portez-vous sur le processus de décentralisation au Bénin de 1999 à aujourd'hui? De 1999 à aujourd'hui, c'est beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un processus enclenché, c'est irréversible. C'est un apprentissage continu. Donc, on ne peut pas dire c'est déjà parfait. C'est sûr qu'il y a des efforts. Par exemple, tout l'arsenal juridique qui a été mis en place. Je voudrais citer la loi 97-029 du 15 janvier 1999 qui trace quand même les tenants, les contours de cette décentralisation. Ce qui est sûr, l'une des difficultés, comme vous l'avez évoqué, c'est la compréhension même du processus par les élus locaux et les populations locales. Et ce qu'on voit aujourd'hui, oui, il y a cette loi-là, en son article 84, enjoint aux communes de se doter d'un plan de développement. Mais le problème, c'est que les plans sont souvent conçus pas forcément en tenant compte des potentialités de chaque commune, mais c'est beaucoup plus tourné aujourd'hui vers les fonds FADEC. Et l'effort de mobilisation des ressources propres peine un peu à prendre. Et ces fonds FADEC-là, la plupart des élus attendent que les fonds FADEC soient envoyés, alors que le développement local prend aussi cette mobilisation de ressources propres. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour quand même pousser la dynamique de la décentralisation, c'est louable, mais sur certains aspects, on pourrait toujours mieux faire. Alors, mais est-ce que cette difficulté de captation, de mobilisation des fonds, est-ce que c'est un problème lié donc au TES ou c'est juste au niveau donc du développement des potentialités de chaque commune? C'est d'abord, il faut partir de ce que je peux appeler tout ce qu'il y a un peu comme assiette fiscale, comment les communautés ou ces collectivités territoriales-là peuvent recouvrer tout ce qu'il y a comme taxes. Vous prenez taxes sur habitation, vous prenez des communes comme, je ne sais pas, des communes rurales. Dans les communes rurales, les gens n'ont pas souvent l'habitude de porter leurs impôts et tout ce qu'il y a comme taxes à ces personnes-là chargées de les collecter. Et vous allez voir mes parents à Soava, par exemple, vous demandez une taxe sur habitation, ils vont vous demander si c'est l'État qui a construit la maison. Alors, est-ce que quand ils construisaient leur maison, est-ce qu'un État est venu leur donner l'argent? Oubliant tout simplement que contribuer ou payer ces taxes relève d'un devoir citoyen de contribution au développement local. Parce que si vous ne le faites pas, comment voulez-vous que les routes, les écoles, les hôpitaux, tout ce qu'il y a comme infrastructure, tout ce qui concerne le développement local soit mis en œuvre? Évidemment, on attendra du financement de l'extérieur, c'est-à-dire l'appui de l'État. Mais l'État lui-même ne peut pas fonctionner sans cette contribution des populations. Donc, cette compréhension peine à prendre dans les communautés. Et comme je le disais, les élus locaux aujourd'hui, pour la grande majorité, ils ne comprennent pas forcément ces principes-là et comment ils doivent travailler à asseoir une stratégie de perception de ces différentes tâches, évidemment par une explication appropriée aux populations du bien fondé de cette contribution qui est plus que nécessaire pour le développement local. Alors, est-ce que ce n'est pas un manque de sensibilisation? Il y a quelque part cet aspect-là, et il faut dire, nous sommes quand même une population analphabète à plus de 80%. Imaginez que les textes soient écrits
en langue française, donc en français, combien de mes parents, ou que ce soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest, ont accès à ces tests-là. Je sais qu'il y a un grand effort de vulgarisation à travers les médias, à travers tous ceux qui travaillent quand même pour parler de ces choses-là, mais on peut toujours encore pousser. Donc le cap doit être maintenu, la sensibilisation doit être poussée. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ou d'autres pistes de mobilisation de ressources que l'État et autres qu'on peut développer dans les communes aussi? Il y a la possibilité pour les communes de nouer des partenariats parce que les dispositions de la loi disent quand même que pour pouvoir remplir cette mission de développement local qui leur incombe, ben, ces communes-là doivent développer des partenariats, solliciter des structures même étatiques pour avoir leur expertise sur des questions précises. Et ça, je pourrais appeler ça une diplomatie locale de développement. C'est-à-dire, il faut que les communautés à la base, surtout les élus locaux, essayent de voir, en fonction des besoins, quelles sont les portes auxquelles ces autorités-là doivent aller frapper pour obtenir gain de cause. Et ça prend une dynamique, ça prend une diplomatie, ça prend un engagement, mais ça prend d'abord une compréhension de l'enjeu. Donc, il faut que les élus comprennent l'enjeu et qu'elles se fassent aider par des ressources de l'État parce que l'État a suffisamment de ressources. Vous prenez chaque ministère aujourd'hui, il y a quand même des fonds qui sont alloués aux communautés ou aux collectivités territoriales. Il faut aller chercher et il faut voir en dehors de l'État quelles pourraient être les voies et moyens pour aller mobiliser à travers des projets du plan de développement, écrire, mettre en place des cellules pour aller mobiliser ces financements, tout en sensibilisant les populations à la contribution fiscale. D'accord. Mais au niveau donc des communes, vous l'avez soulevé en début de cette émission, on attend que des fonds FADEC, on ne fait pas preuve de cette diplomatie-là dans la mobilisation. Alors, est-ce que c'est une question de formation puisque où les élus restent beaucoup plus proactifs dans la politique que de s'occuper réellement des questions de développement, ou c'est une question de formation aussi qui manque à ces acteurs? Oui, quelque part, parce que la politique en griffe politicienne prend beaucoup le dessus. Or, la décentralisation en elle-même est une bonne chose du point de vue de ses principes, du point de vue de ce que ça instigue comme pouvoir aux communautés locales à prendre leur propre développement en main, c'est une bonne chose. Maintenant, une chose est que les textes soient écrits ou tout le cadrage juridique soit mis en place. Il reste sur leur appropriation par les concernés afin que tout ça soit traduit en réalité. Et c'est là où ça peut pécher, où ça peut traîner. C'est d'abord la compréhension et la maîtrise des rouages de la décentralisation et de comprendre la décentralisation comme une opportunité. Parce que l'État ne pouvant pas tout faire, il a décentralisé. Alors, il appartient aux acteurs de la décentralisation de s'organiser pour saisir cette opportunité, parce que c'est une opportunité. Il y a certainement des communes qui le font bien, c'est-à-dire la captation des ressources extraterritoriales, aller chercher ces ressources-là où qu'elles sont. Mais il y a d'autres aussi qui traînent à prendre le pas parce que, comme on l'a dit tantôt, elles comptent beaucoup plus sur les fonds FADEC, les fonds alloués par l'État au développement des communes. Et ça ne suffit pas. Alors, mais il y a la question de la mobilisation des ressources, mais il y a aussi la question de la gestion. Parce que quand vous prenez les fonds FADEC, récemment, il y a des audits où on parle de mauvaise gestion par endroit, de malversation par endroit aussi. Est-ce que ça aussi, ça ne constitue pas un frein? Parce que ça ne mettra pas forcément en confiance les populations, les autochtones qui sont censés quand même payer les taxes et autres. Est-ce que ça ne freine pas aussi C'est vraiment une très bonne question parce qu'une chose est que les populations veuillent payer. Parce que l'administration publique, jusqu'à tout récemment, était quand même traitée de corrompue. Tout ce qui est appareil étatique, en bien ou en mal ou de façon inappropriée ou appropriée, on la traitait de corrompue. Alors aujourd'hui, lorsque les populations ont de la réticence à payer, on pourrait expliquer cette réticence-là par ce préjugé qui taxe tout ce qui est public de corrompu. Même si le secteur privé n'est pas exempt de toute corruption aussi, ou la société civile aussi. C'est là la grande question, la formation des élus. Et il faudra, je sais que le Bénin fait un effort quand même de former des cadres des communes dans la prise en charge de tout ce qu'il y a comme gestion
Mais si je pourrais dire un peu moins de politique, beaucoup d'aptitudes à développer. Beaucoup d'aptitudes à développer aideraient à la chose. Comme quoi? Comme lequel, par exemple, l'aptitude? Quand je parle d'aptitude à développer, il faut que les élus locaux, d'abord, hein, je ne sais pas si ça va être fait, mais redéfinir leur profil. Redéfinir leur profil. Parce que beaucoup d'élus locaux aujourd'hui vont aux élections ou postulent, pas forcément sur la base d'un programme, pas forcément sur la base d'une vision. Évidemment, il ne leur appartient pas d'imposer une vision à la commune, mais cela prend quand même une certaine compréhension des enjeux de développement des communautés. Et à partir de ce moment-là, l'élu local devient alors un genre de berger en griffe qui doit guider son troupeau vers les bons pâturages. Donc, tout prend l'engagement d'abord de l'élu local ou des élus locaux. Et à partir de là, amener alors la population à rentrer dans cet objectif-là ou à comprendre ou à mieux s'engager. Parce que, veut pas, l'élu local ou les élus locaux sont désormais les leads. Donc, si eux, ils ne comprennent pas les enjeux en question, comment voulez-vous qu'ils militent ou qu'ils luttent pour la résolution ou la solution aux différents problèmes qui se posent à la base? Donc, ça prend d'abord une meilleure compréhension, une formation, comme vous l'avez dit, et que cette formation doit être continue. Malheureusement, ce qu'on sent, c'est qu'à l'avènement de chaque mandature, beaucoup d'élus locaux vont à ces formations-là. Évidemment, d'aucuns parleraient de perdiamisation, donc pour ce qu'on donne dedans, mais pas forcément pour les questions qui sont traitées et comment l'élu local doit s'engager. Mais là-dedans aussi, il y en a qui font quand même de gros efforts pour que les choses aillent. Alors, mais au niveau des communes à statut particulier, au niveau donc des grandes villes, est-ce que c'est le même problème forcément en matière de mobilisation, de captation des ressources? Non, on dira, vous n'allez pas dire peut-être la même chose que non, les communes rurales. Les grandes communes ont certaines facilités, hein, parce que lorsque vous prenez Cotonou, Parakou, Porto Novo, pour ne citer que celle-là, il y a quand même une habitude fiscale qui est instaurée. Et comme je dis, contrairement à ces communes, ces grandes communes à statut particulier, il y a les communes rurales. Et n'allez pas dire à mon père au village, à Sotchankwe, de venir payer une taxe sur sa pirogue. Il ne comprendrait pas. Donc, il y a incontestablement un problème d'ajustement de l'assiette fiscale à la réalité locale. Évidemment, on ne pourra pas faire pour chaque commune une assiette fiscale. Ça va être difficile à gérer, mais c'est de voir ou c'est de revoir quelles pourraient être les matières imposables sur lesquelles on peut demander aux communautés de contribuer, évidemment toujours dans le respect de toute la loi sur la fiscalité. Hein. Pourquoi pas, de réfléchir vraiment à tout ça pour voir comment on peut aller chercher les populations et au-delà des populations, comment les communes elles-mêmes peuvent aller chercher d'autres ressources parce que la loi leur donne l'habilitation pour le faire. Mais au niveau des communes aussi, la mobilisation, on a parlé de ça, la gestion de ces fonds, mais également comment les redistribuer, comment faire l'investigation aussi, comment définir les priorités aussi. Ça mettra plus en confiance aussi les concernés quand, par exemple, on investit pour une école et là, on comprend effectivement que c'est fait. Quand on investit pour une route, alors, est-ce qu'au niveau de ces priorités aussi, est-ce que les élus arrivent vraiment à combler les attentes aussi? Le cadre de ces priorités, c'est le plan de développement communal. Aujourd'hui, il y a quand même un bon canevas développé par les différents ministères ou le ministère de la décentralisation pour accompagner, avec les partenaires, pour accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration, la mise en œuvre de leur plan de développement. Et lorsqu'on parle du plan de développement, c'est quand même un document phare qui fixe les grandes orientations et les projets à développer lors d'un quinquennat ou au cours d'un mandat. Ça, c'est intéressant. Maintenant, une chose est d'écrire ces priorités dans un document. Une chose est de mobiliser les ressources adéquates pour la mise en œuvre de ces priorités. Et c'est là où la question de la mobilisation des ressources propres devient plus que cruciale. Parce que dans la mobilisation des ressources, l'État s'est déjà engagé à travers les fonds FADEC à accompagner le développement des communes. Mais l'État ne donne pas tout. L'État donne une partie. Donc, il appartient aux communes d'aller chercher le reste. Et c'est là où
comme vous dites, la diplomatie du développement, comme je le dis, mais en même temps, la transparence dans la gestion peuvent convaincre les populations de ce bien fondé-là et de la nécessité pour elles de s'engager aux côtés des élus locaux. Alors, pour mieux booster les choses, qu'est-ce que vous proposez? Puisque nous sommes à l'aide des réformes, les réformes sont annoncées dans le secteur. Le chef de l'État l'a dit lors de son discours à l'occasion des 60 ans. Il est revenu un peu sur donc, les réformes au niveau du secteur de la décentralisation. Alors, comment faire pour mieux booster les choses? Pour rendre ces communes plus autonomes, surtout financièrement? C'est important de voir. Je sais qu'il y a la question de l'intercommunalité, c'est-à-dire les communes qui peuvent se soutenir. Et c'est là où aujourd'hui, une commune comme Cotonou, même si elle a ses problèmes, elle peut tracter ou accompagner ou d'autres communes peuvent s'inspirer, même Calavi, aux côtés par exemple de Soava, les communes peuvent échanger entre elles. Je sais ou je lis de pareilles dynamiques au sein des communes pour pouvoir s'accompagner ou partager les expériences. Ça, c'est important. La deuxième chose, il faut que les élus locaux reprennent langue, reprennent contact avec les dispositions légales ou juridiques de la décentralisation qui leur indique ce qu'il faut faire et comment y arriver. Le troisième conseil, c'est cette relation, je dirais même d'époux et d'épouses qui doit exister entre les ministères sectoriels et les collectivités territoriales. Parce que dans les ministères sectoriels, il y a beaucoup de compétents qui travaillent aujourd'hui, qui peuvent accompagner les communes. Donc, il faut que les communes aillent chercher ces expertises-là. Les élus doivent prendre leur bâton de pèlerin, donc frapper aux portes des ministères, demander, s'informer. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend un engagement, mais ce n'est qu'à ce titre ou qu'à ce prix-là que les collectivités peuvent pousser leur développement. Merci à vous. Des efforts sont faits au Bénin depuis 1999. La décentralisation, selon vous, avance. Des efforts louables de la part donc, des différents régimes en place, surtout à travers donc, les fonds FADEC pour soutenir les communes. Mais la mobilisation des ressources au niveau des communes, surtout celles rurales, pose encore problème. Cela peut s'expliquer donc, par la non-maîtrise des tests, la formation, mais également un mauvais développement des potentialités des communes. Vous avez soulevé donc le cas donc, des populations qui parfois n'ont pas compris ou ne comprennent toujours pas donc, ce pourquoi il faut payer tel ou tel autre test. Il faut sensibiliser à cela. Vous avez donc fini par donc, démontrer que la décentralisation reste en tout cas une opportunité et que les élus locaux donc, doivent savoir donc, saisir cette opportunité pour vraiment le développement local. Merci à vous, Monsieur Dossa Hippolyte Dansou, expert en développement local, gouvernance et adaptation au changement climatique. Ça, c'est encore un autre aspect de la question qu'on n'a pas pu donc évoquer aujourd'hui. Nous espérons quand même vous revoir sur ce plateau avant votre retour. Voilà donc au Canada pour mieux évoquer également ces questions liées donc au changement climatique dans les communes. À vous aussi. Merci et puis bonne journée à vous.